Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez déjà. Si vous voulez, donc en bas à gauche de votre écran de l'outil Zoom, vous avez deux logos, un logo micro et un logo caméra. Et c'est en cliquant dessus que vous le barrez ou vous l'activez ou vous le désactivez. Donc en fait, votre micro, c'est là que vous l'activez. Bonsoir. Voilà, je vous entends bien, Olivier. Bonsoir. Donc ça fonctionne pour vous. La caméra, vous pouvez l'activer ou pas. C'est toujours sympa de se voir. Sauf pendant la présentation, bon, on pourra peut-être désactiver, mais en tout cas, pour l'instant, vous pouvez l'activer si vous voulez, c'est à vous de voir. Chantal, vous m'entendez? Je ne vous entends pas. Touc. Je vous laisse juste 2 minutes, je reviens. Il y en a qui nous ont quittés. Salut Vincent. Je ne t'entends pas, mais je pense que tu vas activer ton micro. Tu es toujours en vacances, je vois. J'ai toujours envie de cliquer sur le micro fermé qui est sur là où on voit mon image. Ah Donc il oui. faut aller voir en dessous, c'est toujours un peu caché avec Zoom. Oui, bah oui, moi j'aime bien les vacances. Ça me manque. Oui. Pour info, Radio Sud, c'est une radio à Isel.
a proposé de nous enregistrer, en tout cas de nous diffuser en direct. C'est un Oh, test, en fait, voilà, ils ont déjà essayé quelques fois avec des conférences Zoom, et là, ils veulent faire ce test-là, et si ça fonctionne, ils le referaient peut-être avec beaucoup de conférences qu'on a en Zoom au parc c'est naturel. c'est pour me stresser que tu dis ça. Bah, je ne sais pas, mais je voulais quand même t'en informer, tu peux toujours dire non. Ils seront pas contents si je dis non. Faut que je dise pas trop de conneries, quoi. Faut que tu argumentes convenablement, en tout cas. Voilà. Oh, il n'y a pas de souci. De toute façon, je pensais quand même enregistrer et la remettre sur enfin, sur la chaîne YouTube du parc naturel. Je t'en avais pas parlé non plus, mais il y en a deux qu'on avait fait, qu'on avait enregistré comme ça. Je trouve que c'est quand même pas mal. Il y a notamment une dame qui devait venir et puis qui pour finir n'est pas disponible. Et elle m'a demandé si on pouvait le revoir après. Et bon, moi j'ai fait une présentation, toi aussi, ça va être un peu compliqué de voir ça par la radio. Oui, en effet, faudra parler C'est beaucoup. Après, voilà, c'est un test, hein. Nous, on ne doit pas s'adapter à la radio. On fait notre visioconférence et je pense que le contenu sera là, hein. d'accord. On peut aussi dire qu'il y aura de toute façon la vidéo sur la chaîne YouTube du parc naturel. Et Bah oui, tout à fait. Ok, ok. Et il y il y a avait. beaucoup de monde? Alors, j'ai combien d'inscrits? 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai 19 inscrits, avec une personne qui ne viendra finalement pas. Mais Valentin viendra pas non plus finalement. Ok. Mhm. Il y avait une dame qui était connectée au début, mais je ne la vois plus. Elle s'est déconnectée. Chantal Verton. Et il y a un monsieur qui m'a dit qu'il arrivera en retard. Enfin voilà. Mais en tout cas, il y a 19 inscrits, donc normalement, ça devrait être pas mal. Mhm. Donc, faudra pas que c'est toujours toi qui me donnes la main pour pouvoir partager mon écran et puis moi je dois te la rendre après, hein. Oui, c'est ça. Oui, on fait comme ça. Radio Sud, on est là. Oui, on fait comme ça. Et de toute façon, tes deux parties sont jointives, donc on ne fait l'opération qu'une fois. Oui, ben oui, Oui, c'est ça, donc c'est parfait. oui, tout à fait. Je vais quand même regarder sur le Facebook du parc naturel si jamais il y a quelque chose. Il y a beaucoup de monde qui regarde les vidéos comme sur le Facebook du parc naturel. Le YouTube, attends, je vais justement regarder. YouTube. Euh, les deux Il y en a deux, il y en a que deux que j'avais enregistrés. Donc celle sur le chauffage, il y a eu 4 vues. Et sur les isolants, il y a eu 1 vue. Par contre, je vois comment D'accord. entretenir son verger, il y a 300 vues, tu vois. Donc ça Ah dépend un oui. petit peu. Peut-être pas sur le parc pour la construction. Oui. Ou en tout cas, on ne les a peut-être pas partagés assez. C'est à nous aussi à les partager, tu vois. Donc, Oui. Et ça a été la distribution des graines. oui, très bien, c'était sympa. Oui. Ouais, il y avait quand même pas mal à trier parce que il y avait une commande du GAC d'Anlier qui était assez importante, mais ça a été vite, on était 4 et c'était Ah oui. sympa. Et j'ai appris les bases pour récolter ces graines. Ah oui. Je suis pas du tout agronome, hein, moi je suis plus technique. Ah oui. Ah, Annick, elle ramasse bien les graines, mais Il y en a elle, partout. elle oublie souvent de cueillir, donc forcément, elle a plein de graines. Ah oui. On a des graines de potimarron, on ne sait plus quoi en faire. Elle les mange comme ça, elle. Il y a Radio Sud qui met dans le chat que ils sont bien là et qu'ils devraient pouvoir diffuser. Mais ils n'arrivent pas à être présents en voix ni en caméra. L'essentiel est qu'on diffuse. Oui, voilà. OK. D'accord. Il y a juste quand je te mets comme animateur, si jamais il y a des gens qui arrivent à ce moment-là, parce qu'il y a un monsieur, Pierre-Jacques, qui s'est excusé, enfin qui a dit qu'il arriverait un peu plus tard, tu Oui. vois apparaître au-dessus
monsieur un tel ou enfin un telle personne veut rentrer et tu dois cliquer sur admettre et à ce moment-là, il rentre automatiquement. Il D'accord. faut quand même cliquer pour l'approuver, quoi. Donc si tu vois quelque chose apparaître, Ok, voilà. mais ça va. Je regarderai à ça. J'essaierai d'y regarder. Toi, tu le vois Oui, pas après, apparaître, il n'y a plus que moi qui le vois. bah oui, c'est ça. Comme il y a Ah, qu'un animateur. oui, ça c'est hard. Bah, normalement, il sera. Oui, non, je ne sais pas s'il sera arrivé. Il m'a dit qu'il aurait un peu de retard. On verra. Mhm. Ça fait longtemps que j'ai plus trop fait des présentations, moi. C'est vrai? Ouais, Oh, pas de stress. Tu connais ton sujet, non? Puis, ouais, on est plus aussi dans. Enfin, moi, je voyais ces soirées-là comme des échanges aussi. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent peut-être aussi nous expliquer comment ils font ou comment ils. Voilà, je trouve qu'on ouais. n'est pas dans un truc ex cathedra. À amener Ouais, notre savoir. Moi, voilà, je suis pas non plus experte dans le suivi et dans les appareils de mesure, etc. Hein. Je sais plus mon expérience personnelle et en plus, l'exemple de mes consommations n'est pas non plus le meilleur exemple, tu verras. Mais voilà, c'est pas toujours. ouais. Moi, j'ai quand même été surpris en revoyant ma facture d'eau, parce que j'ai vérifié un petit peu quelles étaient les consommations moyennes. Je vois 34 mètres cubes par personne dans un ménage. Donc, chez nous, il faut faire x4. Et au total, sur une année, on a fait 54 mètres cubes Ah oui, oui, c'est au pas lieu mal. de 132. C'est Vous avez de l'eau plutôt de pas pluie mal. pour les, Oui, ça, les en fait, on a une sanitaires? rivière. On prend pas dans la rivière, mais on a une rivière. Donc, pour alimenter, pour faire boire les chevaux, eux, ils boivent dans la rivière. Mhm, Donc, on n'a pas besoin d'eau pour ça. On a quatre récipients d'1 mètre cube qui récupèrent l'eau de la toiture. mhm. On a une ancienne cuve à lisier qui se remplit toute seule. On ne sait pas par où, mais elle se remplit. Jusque-là, on n'avait encore jamais utilisé l'eau qui était dedans. Et alors, on a une cuve d'eau de pluie dans le fond de la maison, Ouais. en dessous de la maison. Et, et là, on prenait déjà pour le WC, quoi. Moi, on est entre 3 et 4, nous. Je suis à 70 mètres cubes quand même, mais parce que mon système d'eau de pluie, j'ai des problèmes avec les pompes et tout ça, il faut que je remette un peu ça à jour. C'est un peu. Bah, ça va encore, ça, 70, Oui, 70 pour entre 3 et 4. oui, ça va. C'est peut-être le 34 mètres cubes qui est un peu élevé. C'est ce qui est annoncé par la SWDE pour Oui, pouvoir mais vendre. je pense oui, il y a beaucoup de gens qui consomment énormément. Oui, c'est clair. Il y a des gens qui Bonsoir à prennent tout des le 12 monde. mètres Je ne cubes. sais pas si tout le monde nous entend bien. Vous pouvez faire des tests avec vos micros. Donc, en fait, en bas à gauche de votre écran, vous avez deux logos. Un pour le son, qui est un petit micro, et un pour la caméra. Vous pouvez à chaque fois cliquer dessus pour activer ou désactiver. Donc là, je ne vois personne à part Vincent qui est du Guichet Énergie et qui va faire la présentation avec moi ce soir. Guichet Énergie d'Arlon. Voilà. Bonsoir Karine. C'est bien. Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. Vous n'étiez pas inscrite, c'est pas du tout un problème, hein, c'est juste pour avoir une idée des personnes présentes ou des personnes qui vont encore arriver. Normalement, si. Normalement. Ok, On va voir. d'accord. Je regarde. Oui, oui, c'est pas grave. Ok. Ah oui, Geoffrey Toussaint, c'est mon collègue qui arrive, qui est intéressé pour lui personnellement. Hilda nous dit qu'elle n'a pas de caméra, mais qu'elle nous voit. Ok. C'est juste pour tester la caméra. Salut Geoffrey. De toute façon, pendant les présentations, on demandera à tout le monde de fermer les caméras. Comme ça, on économise de la bande passante. Et puis après, pour l'échange, les questions-réponses, c'est plus sympa qu'on se voit. Donc, on vous invitera à les rallumer. Voilà. On va encore attendre parce qu'il y a, oui, 18-19 personnes d'inscrites. Donc, pour info, Geoffrey, on va être rediffusé en direct sur Radio Sud. Je t'entends pas, tu as ouais, le micro coupé, mais Radio Sud est là et attention à ce que vous dites.
Voilà, voilà. Je vais regarder quand même les lignes. On va attendre encore un petit peu parce qu'il manque quand même pas mal de personnes. On va encore attendre 5 minutes. Je m'étais permis, Vincent, parce qu'Annick, l'autre jour, elle est venue avec du vin de pissenlit. Et elle l'a oublié, enfin, volontairement ou involontairement. Je ne sais pas si elle voulait me le laisser, mais je l'ai goûté, il était vraiment bon. Bah oui, Je, c'était volonté qu'elle l'a laissé. Oui, hein. je lui ai demandé la recette, mais elle ne m'a pas encore répondu. C'est le moment, Non, je mais pense, ça, pour en ça faire, c'est c'est un ça? secret de fabrication. Ah, d'accord. Non, ça en mec, il faut faire ça. Il faut des pissenlits quand même. Ah oui, ok, ouais, c'est un peu... Là, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Non, pas encore. Jessica, oui, ok. Je prends un peu les présences en parallèle au fur et à mesure des arrivées. Bonsoir à tous. Bonsoir. On va attendre Ça fait encore quelques peur, hein. minutes. Il y a encore quelques personnes qui étaient inscrites et qui ne sont pas là. Mon appareil est prêt à première vue. C'est cool. Oui, ça fonctionne bien. On vous entend bien. Mais j'ai un super casque.
très beau, mon arrière-plan. Je ne veux pas flouter mon arrière-plan. Ah ben non, on ne me voit plus du tout. Super floutage. Et on ne me voit plus, hein? Non. Ah, qui Marie chipote. Il faut plus de contraste, à mon avis, pour pouvoir flouter. Il faut que je clique sur ma tête, donc je clique, me dit-on, les 3 petits points. Je clique. Pourquoi? Pour modifier votre nom ou pour la caméra? Non, pour flouter. pour flouter, mais Ah oui, ça, je n'ai jamais pas fait. grave du tout. Je me sens très bien avec mon armoire derrière. Modifier la photo de profil, c'est ça? Je ne sais pas. Ah, ou Non, la... c'est trop bien comme ça. Oui. On n'a rien à cacher. Rien du tout. Oh, ça a tout disparu. Michel Thierry qui arrive. Ah, me voilà, me revoilà. On va encore attendre 2-3 minutes. Il y en a qui arrivent encore maintenant. Virginie. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Est-ce que tout le monde est familier avec Zoom ou est-ce que vous avez besoin de petites explications par rapport à la caméra ou au micro? Donc en fait, en bas à gauche de votre écran, vous avez 2 logos, un logo pour le son et un logo pour la vidéo que vous pouvez activer et désactiver. Donc pour l'instant, vous pouvez rester branché caméra, comme ça on se voit, c'est aussi sympa quand on discute. Mais une fois que les présentations auront démarré, de toute façon, on ne vous voit pas, on ne se voit pas puisqu'il y aura un PowerPoint, donc on pourra les couper. Et à la fin, quand on aura notre question-réponse, échange, on peut aussi on peut les réactiver. Et c'est important de désactiver le son pendant les présentations, comme ça on n'a pas de bruit de fond, c'est plus agréable. Et si vous avez des questions pendant la présentation, il y a un chat. Donc en fait, au milieu, en bas de votre écran, il y a un onglet discussion. Et donc vous pouvez poser vos questions pendant les présentations via le chat. Et on ira les chercher au fur et à mesure si besoin, ou alors on les reprend à la fin quand on débute les questions-réponses. Alors, oui, on va peut-être commencer de toute façon. Oui. Donc, pour info, la soirée est enregistrée parce qu'on la remet sur la chaîne YouTube du Parc naturel de Gaume. Et on est aussi, c'est un petit test ce soir, en direct sur Radio Sud, qui est une radio gaumaise à Iselle et qui voilà, souhaite rediffuser certaines émissions, certaines conférences du territoire gaumais. Voilà, pour info. Vous êtes diffusé en direct. Voilà. Donc, ce soir, on vous accueille avec Vincent Massot, qui est du guichet énergie d'Arlon, et moi, Nathalie Montfort, du Parc naturel de Gaume, pour la 5e soirée du projet Rénova Plus, qui est un projet d'accompagnement des particuliers dans la rénovation énergétique de leur habitation. Alors, je vais partager mon écran pour vous faire justement la présentation. Et puis après, Vincent en fera une également. Vous voyez bien tous mon écran? Oui. Oui. Donc, juste brièvement, le Parc naturel de Gaume, c'est une association qui travaille sur 9 communes du sud de la province de Luxembourg et qui travaille à tous des projets. On est une équipe de 12 personnes sur tout le développement économique, environnemental, social et culturel. Et donc, on est maintenant 3 personnes, bientôt 4 au niveau énergie. Et c'est dans le cadre de tous les projets énergie qu'on a lancé le projet Rénova Plus, qui est en fait un projet où on a fait un appel à candidature des particuliers qui avaient des logements et dont ils voulaient améliorer la performance énergétique ou en tout cas diminuer leur facture d'électricité ou de chauffage. Et on a un autre projet qui est en cours maintenant, dont je vais vous parler après. Et donc, on a eu une quarantaine d'inscrits qu'on accompagne au niveau de leur audit énergétique, de leur chantier, de leurs travaux, de leurs choix. Voilà, avec
en parallèle de ce projet, on a créé une charte pour les acteurs de la rénovation. Donc, on a une vingtaine d'entreprises, d'auditeurs, de coopératives, de financement de travaux, de chauffagistes, la province de Luxembourg, le guichet énergie d'Arlon est partenaire aussi, qui ont signé une charte, en fait, qui sont partenaires de ce projet-là. Et donc, dans la charte, ils s'engagent à sortir des énergies fossiles quand on remplace les systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ou au niveau de l'électricité, et qui s'engagent à favoriser les matériaux écologiques, qui s'engagent aussi à remettre des devis en temps et en heure, des devis détaillés. Enfin, il y a toute une charte en fait, qui est disponible sur le site du Parc naturel de Gaume dans la partie Rénova+. Et donc, on travaille en partenariat avec les entreprises. Alors, juste quelques chiffres dans ce projet-là. Donc, comme je l'ai dit, on a une quarantaine d'inscrits. On a 20 acteurs qui ont adhéré à la charte. Et on a fait en fait des mini-audits qui étaient gratuits pour encourager les propriétaires des maisons à passer à l'audit énergétique qui est agréé, qui lui est payant, et pour mettre en route une démarche au niveau de leur habitation. Il y a eu 4 soirées, donc ce soir c'est la 5e soirée d'échange sur le thème de l'énergie dans le cadre de ce projet-là. Il y a eu d'autres soirées et il y en a 2 que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du Parc naturel. Donc celle sur le chauffage, chauffer son logement via une source renouvelable, et l'utilisation des isolants biosourcés. Elles sont toutes les 2 disponibles en ligne. Maintenant, il y a eu aussi 5 capsules vidéo qui ont été faites il y a 1 an ou 2 sur l'énergie à la ferme. Donc, on a fait toutes des capsules sur des initiatives qu'on a eues avec la coopérative Gaume Énergie, une sur l'éolien, une sur le chauffage biomasse, une sur le miscanthus, sur le photovoltaïque et sur les économies d'énergie à la ferme. Alors pour info, on a un autre projet qui a démarré en 2020 qui s'appelle Wallo-Reno, qui s'est fait en collaboration avec la province de Luxembourg, où là les candidatures sont toujours ouvertes. Donc sur le territoire du parc naturel de Gaume et sur la commune de Neufchâteau, vous pouvez vous inscrire, tous les habitants de ces communes-là peuvent s'inscrire pour être accompagnés dans la rénovation énergétique de leur habitation avec des mini-audits qu'on appelle ici les quick scans, et puis des audits énergétiques qui sont presque entièrement financés par le projet. Donc ça, c'est assez intéressant. Si vous connaissez des gens ou si vous êtes intéressé, c'est toujours possible de s'inscrire. Donc vous avez toutes les informations sur le site du Parc naturel de Gaume. Voilà. Oui, donc si vous voulez, vous pouvez éteindre votre caméra maintenant pendant la présentation. Donc on va présenter plusieurs points sur le thème de la soirée d'aujourd'hui avec Vincent Massot du guichet énergie d'Arlon. Voilà, et coupez votre micro, comme je le disais tout à l'heure, pour éviter les bruits de fond. Et puis à la fin, quand on aura terminé, on passera à un échange et là, chacun pourra rallumer son écran, oui, sa vidéo et son micro. Donc ce soir, le thème, c'est de suivre ses consommations d'énergie et d'eau pour pouvoir les maîtriser et puis mieux les dompter et en diminuer ses factures. Donc ça va se passer en 5 points. D'abord, moi, je vais vous parler de l'introduction, enfin faire une petite intro sur l'intérêt de suivre sa consommation. Vincent va présenter 2 parties donc sur comment lire ses factures d'électricité, d'eau ou de chauffage. Ensuite, suivre ses consommations manuellement, parce qu'on peut le faire manuellement ou on peut le faire. Donc moi, je terminerai au point 4 avec un outil qui est disponible et qui est gratuit en ligne qui permet aussi de suivre vos consommations. Et puis, on passera à une partie d'échange, de questions-réponses avec vous. Alors, pourquoi suivre sa consommation? Donc là, on parle d'eau, de chaleur, d'électricité. Donc derrière la chaleur, il y a tout ce qui est bois, mazout, même électricité pour le chauffage. Par exemple, il y a des pompes à chaleur ou il y a un chauffage électrique. Pourquoi? C'est d'abord pour les connaître et connaître son budget, le maîtriser. Le comprendre, ça permet d'être conscient de qu'est-ce qui consomme chez moi et pourquoi parfois j'ai des hausses ou des baisses, etc. Et donc, c'est vraiment d'être conscient de sa consommation et du coup, de voir l'impact de ses comportements ou de ses choix au niveau énergétique.
Ça permet aussi, quand on suit de manière régulière ces consommations, de détecter les équipements qui sont énergivores ou qui sont en surconsommation ponctuelle. Alors, on va surtout parler aujourd'hui de suivre sa consommation totale, c'est-à-dire le compteur d'eau qui est pour toute l'habitation, le compteur d'électricité pour toute l'habitation et tout ce qui est chaleur, en tout cas une consommation globale pour l'habitation. Mais on peut aussi, via des wattmètres qu'on trouve facilement dans les magasins de bricolage, essayer d'analyser au niveau électricité la consommation spécifiquement d'un appareil. Par exemple, j'ai un surgélateur de 10 ans, ben, combien est-ce qu'il consomme? Est-ce que je devrais le remplacer? Est-ce qu'un nouveau serait rentable? Combien cet appareil-là consomme? Vous pouvez poser un appareil pendant une semaine ou quelques jours et voir combien il consomme et faire après un calcul pour le ramener à une consommation annuelle et voir dans votre consommation quelle proportion ça prend dans la consommation totale. Mais on va aujourd'hui, en tout cas, surtout parler de la consommation totale de l'habitation. Alors, pourquoi suivre sa consommation? Donc, c'est avoir un état des lieux de départ, comme je l'ai dit, pour l'ensemble de l'habitation, mais c'est aussi de voir son évolution. Donc, si vous relevez de manière mensuelle tous les mois votre consommation, ça vous permet de détecter rapidement des dérives, par exemple une fuite d'eau, un appareil électrique qui surconsomme ou un nouvel appareil qu'on achète, que ce soit d'occasion ou nouveau, et qui fait qu'on a une augmentation de consommation, ou bien l'impact de mesures économisatrices, enfin, qui économisent l'énergie. Vous pouvez voir directement et beaucoup plus rapidement l'impact si vous faites des mesures et un suivi mensuel. Ça permet aussi d'éviter l'effet rebond. L'effet rebond, c'est quoi? C'est une fois qu'on a installé un appareil qui est économiseur d'énergie. Je prends l'exemple type du photovoltaïque, mais ça peut être aussi d'autres systèmes. Comme on ne paye plus ou beaucoup moins l'énergie, donc typiquement avec les panneaux photovoltaïques, on va diminuer notre facture d'électricité, on fait beaucoup moins attention à nos comportements, où on a même tendance à rajouter des appareils. Et puis à la fin de l'année, on a en fait une augmentation globale de l'électricité. J'ai l'exemple d'un particulier qui avait une installation photovoltaïque, donc du coup, qui au fur et à mesure s'est dit je vais remettre une partie de ma production d'eau chaude sanitaire sur l'électricité parce que je sais que mes panneaux vont produire beaucoup. Il a remis aussi un petit jacuzzi, c'est un petit peu moins tracassé en tout cas de son comportement. À la fin de l'année, il avait doublé sa consommation. Donc il a gardé la consommation, la même facture qu'avant, parce que sa production ne couvrait plus que la moitié. Enfin, voilà. Et donc, on a vite comme ça des effets où on se laisse un petit peu aller parce qu'on se dit, voilà, maintenant j'ai de l'énergie renouvelable, mais au total, on peut avoir des mauvaises surprises à la fin de l'année. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Ça permet de détecter des fuites, donc comme je disais tout à l'heure, pour l'eau typiquement, ça peut arriver d'avoir des fuites. Si on s'en rend compte après 6 mois ou après 1 an, ça fait un peu plus mal sur la facture que si on s'en rend compte après quelques semaines. Donc pour connaître aussi objectivement et de manière précise, donc si on le fait mensuellement, on verra beaucoup plus facilement l'impact d'un nouveau poste de consommation, donc d'un nouvel appareil, ou l'impact d'une mesure prise, comme je disais tout à l'heure, pour économiser de l'énergie ou de l'eau. Voir l'impact de l'augmentation du coût, parce que parfois en fin d'année, on voit la facture, que ce soit la facture de mazout, la facture d'électricité qui augmente, et on ne se rend pas toujours compte si c'est lié à la consommation qui a augmenté ou au coût de l'énergie. Là, on peut vraiment voir de manière objective si c'est lié au coût ou si c'est lié à la consommation. Voilà. Et éviter les mauvaises surprises sur les factures, parce que si on a réellement une augmentation de consommation, ça veut dire qu'on en est conscient et on sait que la facture en fin d'année sera plus élevée. Voilà. Et puis après, donc une fois enfin, il y a l'impact de l'évolution, mais on peut aussi, en fonction des relevés de consommation après une année complète ou plusieurs années, on peut mieux agir et bien choisir
quels sont les meilleurs gestes ou les réflexes ou les investissements à faire. Quand on suit bien sa consommation, on peut voir tel appareil consomme autant, quel est l'impact, est-ce que c'est plus le chauffage, etc. Et à quel moment de l'année je consomme plus, et on peut mieux cibler les actions. Par exemple, la consommation électrique des appareils en veille, dans les ménages wallons, c'est en moyenne 3%. Ça représente quand même une bonne petite part, et donc mettre des appareils multiprises ou des programmateurs horaires sur certains appareils, ça permet de limiter déjà ces 3%-là. Ça paraît peu, mais à chaque fois qu'on met une petite mesure en place, ça peut vite être bénéfique pour les factures. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour balayer un petit peu tous les intérêts de suivre sa consommation. Et maintenant, je vais céder la parole à Vincent, qui va nous parler de la lecture des factures et ensuite de suivre ses consommations manuellement. Donc, je vais arrêter le partage et te donner l'animation. Juste un instant. Voilà. Voilà. Alors, écran partagé. Voilà, voilà. Est-ce que tout le monde voit bien ma dia? Oui. Ok. Donc, je suis Vincent Massot du guichet énergie d'Arlon. Je vais vite représenter qui on est au niveau du guichet, nos missions, et alors après on va directement rentrer dans le vif du sujet, donc la lecture des factures et un outil de suivi manuel de nos consommations. Donc, les guichets énergie, c'est un service subsidié par la région wallonne en collaboration avec un interlocuteur local. Donc, pour ma part, c'est la commune d'Arlon. Nous avons 16 espaces répartis dans toute la Wallonie et 25 permanences décentralisées. Donc, exemple, nous, ici à Arlon, on a une permanence à Martelange et une autre au sein du parc naturel de Gaume, qui se font une fois par mois et sur rendez-vous, parce que c'est quand même fort loin pour nous. Mais donc voilà, on a ces permanences qui existent. Donc, nous sommes une équipe de 40 consultants, nous sommes tous de formation technique et nous accueillons les citoyens pour les guider dans tout ce qui concerne l'énergie au sein de son habitat. Donc, nous donnons des conseils qui se veulent neutres, personnalisés et surtout gratuits. Alors, nos missions, c'est tout ce qui concerne les questions techniques et administratives au niveau des primes habitation, tout ce qui est réglementation PEB, la comparaison de matériaux, de devis, de techniques des fournisseurs d'énergie, le conseil pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, donc les fameux URE dont on entend souvent parler, des visites techniques au niveau de l'URE et de l'humidité. Nous sommes l'un des maillons de l'opération MEBAR 2 qui permet à des ménages à très bas revenus d'investir un petit peu dans les énergies renouvelables, enfin, en tout cas dans la diminution de consommation d'énergie. Et alors, nous prodiguons aussi des conseils pour tout ce qui est gestion des installations privées de production d'électricité. C'est très souvent le photovoltaïque, mais ça peut aussi être des éoliennes ou d'autres sortes d'installations. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, il y a la partie facture. Donc, nous avons deux types de factures qui arrivent à la maison au niveau des énergies. Ce sont les factures d'acompte et les factures de régularisation. Les factures d'acompte sont toujours normalement les mêmes pendant 11 mois. Ça permet de mettre un petit peu de côté pour payer la facture finale. Ça permet aussi aux fournisseurs d'être sûr de récupérer une partie de l'argent. Et ne nous apprend pas grand-chose, hormis le coût moyen de notre consommation d'énergie, puisque cette facture est censée représenter environ 1/12 de notre consommation au niveau financier de l'année. Ensuite, il y a les factures de régularisation qui, elles, arrivent à la fin de l'année, une fois que le compteur a été relevé. Le fournisseur voit combien on était censé payer au total et il faut une facture qui peut être négative ou positive en fonction de ce qu'on a déjà payé en acompte. Je dis bien normalement après un relevé de compteur, il n'y a pas toujours un relevé de compteur. Parfois, c'est bien noté que c'est
consommation estimée par le fournisseur. Et donc, à ce moment-là, il faut quand même faire attention de voir qu'un an plus tard, quand il y aura un vrai relevé de compteur, il pourrait y avoir des surprises si vraiment il avait mal estimé ça. Ou peut-être un bon retour, ce qui peut être intéressant aussi, mais voilà. Donc, on va aller directement dans la facture électrique. Donc, comme pour toute facture, vous avez d'abord la partie nom du client, endroit où l'électricité est fournie. Donc, pour ça, vous avez l'adresse, le code EAN, le numéro du compteur. Vous avez la date de fin du contrat électrique. C'est une information quand même fort importante. On y reviendra par après. Et alors, les coûts réels de votre électricité. Donc, on voit ici, c'est vraiment ce que ça vous aura coûté sur un an. Le fournisseur retire sur sa facture ce que vous avez payé comme acompte et vous avez le prix total qui vous reste à payer. Donc, on voit qu'ici, il y a quelque chose qui s'est assez mal passé puisque les acomptes ne remboursent qu'une toute petite partie de la facture. Donc là, effectivement, ce sont des gens qui se retrouvent avec 1 200 € à payer en plus tout d'un coup et ça peut être un problème. Là, normalement, derrière ça, le fournisseur, il va proposer un acompte plus élevé pour pouvoir compenser l'année suivante. Et alors, forcément, la date d'échéance de la facture. Alors, après, on passe dans le relevé d'index. Donc ici, j'ai pris un compteur qui est mono-horaire parce que de l'autre côté, c'est un compteur d'un endroit où il y a des panneaux photovoltaïques. Et donc, on verra apparaître le fameux tarif prosumeur dont on a entendu parler beaucoup ces dernières années. On a ensuite la période de facturation qui est vraiment une information très importante parce qu'on voit ici, c'est facturé sur 1 an et 1 mois. Donc, quand on regarde la consommation finale qui est indiquée sur la facture, c'est pas sur 12 mois, c'est sur 1 an et c'est sur 13 mois. Donc, c'est important. J'ai vu passer assez récemment des factures qui avaient une consommation globale assez habituelle pour 1 an, sauf que la période de facturation était de 3 mois. Et donc là, il y avait quand même un gros souci. Donc, c'est vraiment une information à regarder absolument. Et alors, on a évidemment les index de facture au début et à la fin pour voir quelle est la consommation globale sur cette facture-ci. Donc ici, 4854 kWh sur 397 jours. Ensuite, il y a la partie où généralement les gens ne comprennent pas trop grand-chose à ce qui s'y passe. Il y a plein de chiffres partout. Donc, on voit que le fournisseur ici a d'abord fait 2 lignes pour la fourniture de l'électricité elle-même, en 2 parties, parce que au 1er mars, apparemment, il y a eu un changement de contrat ou de prix du contrat. Si c'était un contrat variable, le 1er mars, le fournisseur a pu changer son prix. Ça tombe bien, ça a diminué. Ça aurait été vérifié 1 mois plus tard, ça aurait diminué encore plus. Mais voilà, c'est vraiment l'électricité qui est comptabilisée ici. Et donc, sur 2 parties, quand on regarde 129 jours, ça ne correspond pas pour une simple ligne, pour une simple règle de 3. Donc, ils font une estimation de ce qui se passait avant le 1er mars et de ce qui a été consommé après le 1er mars. Mais c'est une estimation aussi fonction du temps d'ensoleillement qui se trouve chez nous, parce qu'en hiver, forcément, on consomme toujours un peu plus d'électricité qu'en été. Ensuite, il y a 2 lignes pour la contribution d'énergie verte. Donc, c'est vraiment pouvoir payer les certificats verts qui permettent de pousser les producteurs d'énergie à produire de l'énergie verte. Donc, il y en a eu beaucoup pour les panneaux photovoltaïques. Il y en a encore pour les grosses installations de panneaux photovoltaïques, pour les éoliennes, pour l'hydroélectricité, etc. Et donc, pour pouvoir financer tout ça, tout le monde contribue à cette énergie verte. Et puis, vous avez 2 lignes d'abonnement. Là, on est sur un prix qui a légèrement changé aussi, mais au 1er janvier. Et donc, c'est vraiment par rapport au nombre de jours, ces prix d'abonnement. Et donc, on obtient au total 480 € pour l'énergie qui a été fournie par le fournisseur. Ensuite, le fournisseur met ici quelques réductions qui sont en fonction, en fait, l'énergie, la fourniture d'énergie est libéralisée, donc le fournisseur a tout à fait le droit de faire des réductions commerciales pour essayer de garder ses clients. Les lignes suivantes, ce sont des factures que va recevoir votre fournisseur pour le transport de l'électricité que lui ne fait pas, mais que d'autres personnes font et donc il doit les payer. Donc vous avez d'abord une location de compteur, de nouveau sur 2 parties d'année.
donc du 24 octobre jusqu'au 1er janvier, et puis du 1er janvier jusqu'à la fin de la facturation ici. Vous avez une redevance de réseau de transport, donc qui est pour le réseau haute tension, hein, c'est ce qui transporte l'électricité d'un pays à l'autre, ou des grosses centrales jusqu'au transformateur d'entrée du réseau ORES dans la région. Donc ça, c'est le transport Elia pour lequel vous devez payer une partie. Enfin, on doit tous payer une partie d'ailleurs. On a 2 lignes du même genre pour l'entretien du réseau de distribution. Donc ça, c'est ORES. C'est à partir de ces transformateurs jusqu'à vos maisons, en passant par des transformateurs intermédiaires. Tout l'entretien de ce réseau-là est payé à cet endroit-ci. Et enfin, de nouveau, des CV qui sont là pour tout ce qui est offshore, donc a priori surtout les éoliennes en mer du Nord, qui sont aussi aidées puisque c'est aussi de l'énergie verte, mais ça se trouve à un autre endroit dans la facturation. On peut remarquer ici que pour de l'électricité, par exemple, on a une facturation pour le transport qui est bien supérieure à la facturation pour l'énergie elle-même. Donc c'est vraiment, le transport coûte extrêmement cher dans l'énergie électrique. Et enfin, dernière rubrique, ce sont toutes les taxes imposées par l'État, dans laquelle on voit à la fin le tarif prosumeur. C'est assez étonnant qu'il se trouve là, puisqu'il a bien appelé ça un tarif, c'est un tarif, et il le met dans les taxes. Dans la réalité, cette ligne-là devrait se trouver au-dessus dans distribution et transport, puisque ce tarif, en fait, est la manière que l'État a trouvé pour que les personnes qui ont des panneaux photovoltaïques et n'achètent pas d'électricité participent quand même à l'entretien du réseau qu'ils utilisent, puisqu'ils mettent de l'électricité sur le réseau qu'ils reprennent plus tard quand ils en ont besoin. Donc, ce tarif est arrivé là, et donc on voit que pour 3 mois de tarif, puisque ça a commencé le 1er octobre, il y a déjà eu une certaine facturation. Donc, toute personne qui a des panneaux photovoltaïques doit quand même y penser. Actuellement, c'est remboursé, mais ce ne sera pas pour très longtemps remboursé. Donc, on obtient au final un prix global de l'électricité. C'est vraiment ce que ça vous a coûté sur l'année. Ici, il faut rajouter aussi la rentabilisation de l'installation photovoltaïque qui a coûté un prix d'achat, sans doute pour 25 ans. Donc, il faut au moins diviser cette facture-là par 25 pour rajouter ça à la facture d'énergie, pour avoir une vue globale de ce que ça a coûté. Donc, comment payer moins? Parce que ça nous intéresse quand même un petit peu. Il y a d'une part le comparateur d'énergie de la Coop. Il y en a d'autres sur Internet. Nous, on utilise celui-là parce que le Coop, c'est le régulateur de l'énergie. Donc, on utilise celui-là. Et donc, je disais, le contrat ici qu'on a regardé était valable jusqu'en 2022. Donc, il y a nécessité de vérifier au moins son contrat, au moins à la fin du contrat en cours. Parce qu'arrivé au bout, votre fournisseur va continuer à vous fournir de l'énergie, mais il va créer un nouveau contrat. Et là, vous n'aurez rien négocié, vous n'aurez rien vérifié, vous ne savez pas du tout combien vous allez commencer à payer votre énergie. Il faut savoir aussi que le 2022, c'est la date, c'est le temps de fourniture pour lequel le fournisseur s'est engagé. Vous n'êtes pas engagé à tenir jusque-là. Donc, si vous avez fait un contrat de 3 ans d'énergie fixe, en fait, vous êtes engagé pour 3 mois et après, vous pouvez très bien changer de contrat quand même. Le fournisseur, lui, par contre, il est obligé de rester pendant les 3 ans. Donc, il y a des gens qui revoient leur contrat tous les ans en prenant à chaque fois le fournisseur qui, à ce moment-là, donne la meilleure réduction pour l'année qui arrive. Et alors, c'est un petit peu voir, se situer par rapport à une moyenne pour voir si vous consommez beaucoup ou pas beaucoup, voir s'il y a moyen de diminuer vos consommations. Donc, j'ai mis ici un petit tableau des consommations habituelles. Hein. Petit consommateur, personne seule, 1200 kWh par an. Un consommateur moyen, donc une famille qui n'est pas très gourmande, on parle de 3500 kWh par an, c'est vraiment ce qu'on trouve habituellement dans la littérature. Les gros consommateurs, c'est déjà des familles un peu plus grandes et peut-être qui ne font pas trop attention à leur énergie. On arrive sur 7500 kWh par an. Et alors, les très gros consommateurs, là, quasiment à chaque fois, c'est c'est une utilisation de l'électricité pour se chauffer en direct. Et donc là, on arrive à 12 500 kWh par an. Et vu que l'électricité est très chère, c'est pas toujours la bonne solution. Donc, on va passer aux factures de chauffage. Là, j'ai pris un petit morceau d'une facture de gasoil de chauffage. Donc, de nouveau, il faut vérifier l'adresse de livraison du
de la facture pour être sûr que c'est bien une facture qui vous est adressée à vous. On voit ici le type de gasoil qui a été livré, donc 50 ppm, c'est la teneur en soufre du gasoil, c'est le gasoil standard. C'est le maximum qu'on peut livrer en Belgique, c'est avec 50 ppm de soufre, on ne peut pas aller plus haut. Après, les gasoils qui sont de meilleure qualité, qui ont des noms qui font en tout cas penser qu'ils sont meilleurs, on descend à du 10 ppm de soufre dans le mazout. Donc, il y a la quantité et le prix unitaire de l'énergie. Ça, c'est assez simple. On retrouve ça un peu pour toutes les sortes de factures d'énergie de chauffage. Donc, vous avez le mazout, le gaz naturel, qui est donc un gaz qui arrive directement dans la maison via les tuyauteries de ville. Il est naturel tout autant que le mazout, c'est quand même une énergie fossile, mais il arrive directement dans la maison, ce qui a un avantage. Mais sur la facture de gaz naturel, vous allez quand même retrouver aussi des frais de transport du gaz jusque chez vous. Après, vous avez le gaz propane donc, qui est amené par camion dans votre citerne. Vous avez le bois, le pellet et alors l'électricité qui peut être injectée en direct dans un radiateur électrique ou dans une pompe à chaleur, auquel cas vous triplez plus ou moins votre énergie entrante dans la maison. Donc, pour pouvoir comparer toutes ces énergies, l'idéal est de repasser à chaque fois en kilowattheure pour pouvoir comparer ce que vous allez recevoir exactement. Ça vous permet aussi évidemment de voir par rapport au prix. Ces prix changent fréquemment. Donc, il existe des tableaux qu'on peut vous donner au sein du guichet qui comparent le prix des énergies sur les 10 dernières années. Et donc, ça permet un petit peu de prévoir ses investissements si on veut changer. Alors, comment payer moins? Forcément, il y a chauffer moins, mais on ne peut pas toujours chauffer moins. On est parfois déjà pas très chaud dans la maison. Il y a isoler plus, il y a entretenir le système de chauffage, changer de système de chauffage. Il y a beaucoup de solutions possibles. C'est les 3 grands qui me sont passés par la tête, mais il y a d'autres solutions aussi. Alors, la facture d'eau, on commence comme pour toute autre facture, vérifier que c'est bien une facture qui vous est adressée à vous, qui concerne bien votre compteur à vous. En général, dans les compteurs, quand on a une maison, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, quand on est dans un appartement, d'un immeuble à appartement, il arrive parfois que les compteurs soient inversés. Ça dure parfois des années avant d'être remarqué que le compteur est inversé. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut bien vérifier. Donc ici, on a la date d'échéance de la facture et alors le prix final qui est négatif parce que des acomptes ont été payés pour plus que ce qui n'a été consommé. Donc, on a, comme pour l'électricité, les index début et fin de la facture, la consommation globale du ménage. Et alors, c'est facturé en 2 tranches. Donc, la première tranche, c'est la tranche qui est estimée étant absolument nécessaire à tout foyer. Donc, c'est les 30 premiers mètres cubes sont à un prix préférentiel. Les mètres cubes suivants sont, on le voit, à 2 fois le prix des 30 premiers, enfin, 2 fois le prix par mètre cube des 30 premiers mètres cubes. Donc là, c'est déjà une indication qui dit les premiers mètres cubes qui seront économisés seront des mètres cubes qui seront mieux remboursés puisqu'ils coûtent plus cher. Et c'est souvent ceux-là qui sont les plus faciles à économiser aussi, donc c'est tant mieux. Après, il y a une deuxième partie. Donc là, ici, c'était vraiment la partie captage, potabilisation, transport de l'eau, entretien du réseau pour amener l'eau potable jusque chez vous. Après, il y a une deuxième partie qui arrive, c'est l'assainissement. Donc là, on voit que l'assainissement pour les premiers 30 mètres cubes sont compris dans le prix de fourniture de l'eau. Et l'assainissement des mètres cubes suivants sont aussi à un prix, donc à 2,36 € sur cette facture-ci. Donc ce qu'on peut voir, c'est que finalement, les mètres cubes après les 30 premiers sont facturés à plus ou moins 5 € du mètre cube, tandis que les premiers sont à 1,30 €. Donc on est vraiment à quasiment 4 fois le prix. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à voir que au-delà de 30 mètres cubes, les mètres cubes coûtent beaucoup plus cher. Et donc, c'est pour ça que vous avez ces 2 tranches-là. Alors, comment payer moins? L'eau, c'est un coût vérité. Donc, c'est ce que ça a coûté réellement pour pouvoir amener l'eau jusque chez vous et la traiter après. Ce n'est pas libéralisé, donc vous n'avez pas beaucoup le choix. Vous devez payer ce prix-là. Donc, comment payer moins? C'est en consommant moins. Vous n'avez pas d'autre choix que celui-là. Donc, on sait qu'une consommation moyenne par personne est de 34 mètres cubes.
Ça me semble un petit peu élevé, mais c'est ce qui est annoncé en tout cas. Et que c'est distribué de la manière comme indiqué ci-dessous. Donc, on a un petit peu plus qu'un tiers pour le WC, un tout petit peu moins qu'un tiers pour l'hygiène corporelle, et puis tout le reste va dans la lessive, le nettoyage, la vaisselle, les boissons, préparation d'aliments. Donc, arrêter de boire ne permet pas de diminuer fortement sa consommation d'eau. Par contre, installer des chasses à 2 niveaux, 3 litres et 6 litres, et arrêter avec une chasse qui fait 10 litres à chaque fois, ça peut vous permettre d'économiser beaucoup d'eau d'un coup sur l'année, et c'est évidemment d'abord les mètres cubes les plus chers qui vont être économisés. Alors, pour pouvoir suivre tout cela, il y a plusieurs outils qui existent. Donc, il y a le tableau de bord que je vais vous présenter juste après. Il y a la possibilité de le faire avec un simple tableur informatique que beaucoup de gens commencent à maîtriser maintenant. Il y a les applications diverses. Nathalie va en présenter une juste après. Et alors, il existe aussi les systèmes domotiques qui font tout automatiquement selon le niveau que vous avez demandé. Ça peut aller jusqu'à vous envoyer un SMS pour dire que il y a quelque chose qui ne va pas dans votre installation. Ça, on n'en parlera pas ici, mais sachez que ça existe. Alors, ceci, c'est vraiment le tableau de bord qui est mis à disposition par la région wallonne, qui est distribué gratuitement au sein des guichets et qui permet de suivre la consommation d'énergie. Donc, l'idée, quand vous recevez ce genre de tableau, c'est de commencer par faire un relevé de tous les compteurs existants dans la maison. Donc, compteur d'énergie électrique jour, compteur d'énergie électrique nuit, compteur de gaz, compteur d'eau. Et alors, à chaque fois que vous faites livrer du mazout ou des énergies qui ne sont pas sur base d'un compteur, notez la date de livraison et la quantité livrée. Donc, mazout, propane, charbon, pellet, bois, bonbonne de butane ou propane. Notez aussi, ça n'a pas été prévu dans ce tableau-ci, mais votre production photovoltaïque, si vous en avez, parce que ça vous permet de savoir exactement combien d'énergie vous avez réellement consommé. Une fois que c'est fait, vous devez attendre, si on fait un relevé tous les mois, vous devez attendre 1 mois pour aller plus loin. Donc le mois suivant, vous pouvez faire un nouveau relevé. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez noter votre consommation réelle. Donc si vous faites vos relevés en début de mois, le relevé que vous allez faire début février, par exemple, mais en janvier. C'est forcément pas ce qui a été consommé en février, puisque début février. Donc à ce moment-là, vous pouvez faire la consommation de février moins la consommation et la consommation de tout le mois de janvier. Si vous faites vos relevés en fin de mois, à ce moment-là, ce sera plutôt le mois auquel vous venez de faire le relevé que vous calculerez. Donc en fin février, vous aurez la consommation de février, vous pourrez la mettre ici à ce moment-là. Donc ici, c'est très intéressant de connaître vraiment sa consommation mensuelle, mais il faut, après avoir fait ces calculs, aussi pouvoir comprendre la signification des chiffres que vous avez obtenus. Et donc pour ça, j'ai mis ici à droite une petite, un petit exemple sur la consommation d'eau, où on voit 2,8 mètres cubes de consommation en janvier, 2,6 mètres cubes en février, et puis paf, en mars, on a 4 mètres cubes qui sont arrivés d'un coup. Alors là, l'idéal, c'est d'avoir une petite flèche qui indique pourquoi il y a eu ça. Peut-être qu'en rentrant un jour, vous avez vu qu'un tuyau d'arrosage était resté ouvert dans le jardin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit en plus avec vous chez vous, et donc il y a des douches en plus, ça peut être normal. Peut-être que vous n'avez rien remarqué de spécial pendant le mois de mars, et donc là, il faut impérativement aller chercher un peu partout dans la maison où il peut y avoir une fuite d'eau. Parce que si ça commence comme ça peut augmenter et puis finalement faire des factures assez importantes à la fin. Alors, vous trouvez le problème, vous notez bien sur votre papier le problème. Vous pouvez aussi, quand vous trouvez un problème en début de mois, par exemple, aller noter sur le papier pour s'en souvenir quand vous voyez à la fin du mois l'augmentation qu'il y a eu, pouvoir se dire, oui, c'était ce truc-là que j'avais remarqué au début de ce mois-ci. Après, vous retrouvez une consommation normale, 2,7 mètres cubes, et puis 2,8, 2,9, 3,1, 3,2. Ça augmente petit à petit. Donc là, il est toujours intéressant de regarder sur la durée, parce que ça, c'est typiquement un robinet qui coule dans un endroit où vous n'allez jamais, qui goutte de plus en plus fort. C'est une chasse qui coule de plus en plus fort. C'est
une soupape de sécurité qui coule et qui est évacuée directement vers l'égout. Qui coule de plus en plus fort. Et donc là, vous voyez que au bout de à peine 5 mois, il y a déjà quasiment 1 mètre cube de plus que d'habitude qui sont partis à l'égout. Et donc, bon, ça fait un petit peu d'argent qui part. Et si ça reste comme ça, au bout d'un certain temps, ça peut faire des grandes quantités d'argent qui sont partis. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut pouvoir suivre ça. Après, ça peut aussi servir en cas d'investissement, de savoir combien vous consommez d'énergie en jour et en nuit pour pouvoir investir dans les panneaux photovoltaïques. C'est très intéressant comme données pour pouvoir bien choisir l'installation. Ou alors pour changer de chaudière, savoir quelle puissance de chaudière vous avez besoin, etc. C'est vraiment une information très importante à garder chez soi. Et quand le tableau est fini au bout d'un an, quand on reprend un nouveau tableau, évidemment, il ne faut pas jeter le précédent et il faut aller le revoir le premier mois pour voir s'il n'y a pas une augmentation qui est arrivée justement à Noël. Vous avez reçu un nouveau grand téléviseur à Noël et puis votre installation électrique augmente beaucoup parce qu'en fait, c'est un téléviseur qui consomme beaucoup. Vous ne le remarquerez pas si vous n'allez pas revoir l'ancien tableau. Voilà, donc je pense que Nathalie a dit que les questions étaient pour la fin. Donc, je vais redonner la parole à Nathalie. Je ne sais plus comment on fait. Tu vas en haut à droite de chez moi, donc au niveau de mon image, au niveau des 3 petits points. Et là, tu me nommes animatrice. Alors, voilà. Ouais, ok, ça marche. Par contre, tu n'avais pas arrêté le partage. Oui, c'est ok, ça va. Donc, je vais partager le mien. Et là, je vais faire l'écran de manière globale. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. Ok. Donc maintenant, on va passer sur un outil qui existe. En tout cas, c'est un outil que nous, on conseille parce que déjà, il est gratuit, il est assez bien fait. Il en existe peut-être d'autres. Mais voilà, c'est Energy ID. On va aller voir après sur le site en ligne comment ça se présente et voilà, et ce qu'on peut faire avec. Mais donc, en fait, c'est une plateforme en ligne belge qui permet de contrôler et de mesurer la consommation et la production individuelle ou collective. Ça peut être aussi pour plusieurs bâtiments, en énergie, en eau et en carburant. Donc, il y a aussi les carburants pour le transport. Alors, Energy ID, c'est sécurisé, donc vous pouvez dire si vous partagez ou pas vos données. Mais vous pouvez en tout cas les garder clairement pour vous. L'avantage, c'est que ça fait de manière automatique des graphiques que vous pouvez retourner en arrière sur les autres années, qu'ils comparent le mois de janvier avec le mois de janvier de l'année précédente. Et donc, c'est très dynamique et très convivial. Il compare aussi vos consommations par rapport à des consommations avec des profils similaires, puisque vous allez vous encoder quelques informations par rapport à votre logement. On va le voir après. Et alors, il y a moyen d'encoder manuellement. Donc, c'est un encodage manuel mensuel. Donc, vous recevez un mail, en fait, et pour vous rappeler, voilà, on est le 1er du mois. Venez allez encoder dans Energy ID vos compteurs, vos consommations, ou ça peut se faire automatiquement via des appareils de mesure connectés. Voilà, comme l'a dit Vincent, la partie automatisée domotique connectée, on ne l'aborde pas ce soir, on fait plutôt de manière manuelle. Donc la plateforme, elle est gratuite et en fait, elle vient de où? C'est 2 entrepreneurs belges qui ont lancé l'initiative au départ et ils ont fini par créer une coopérative à finalité sociale qui s'appelle Energy ID SCRL FS, donc à finalité sociale. Ils ont eu le soutien pour créer, et ils l'ont toujours, de différents organismes comme EcoPower, Beauvant, et vous verrez sur leur site, il y a beaucoup d'organismes qui les soutiennent, qui sont coopérateurs en fait de la coopérative, parce que ça peut être utilisé aussi à des fins professionnelles. Voilà. Mais en tout cas, pour les particuliers, c'est gratuit. Alors, moi, ce que je conseille de toute façon, en parallèle de l'encodage sur cette plateforme, c'est de toujours écrire quand même manuellement. Donc moi, personnellement, je le fais chez moi, j'ai un carnet où je note de toute façon les relevés des compteurs avant d'aller l'encoder sur l'Internet, pour avoir toujours une trace écrite.
même si je sais qu'il n'y a pas de souci et que c'est une plateforme qui dure depuis 2014, qui a quand même déjà 7 ans. Mais voilà, et puis en plus, on peut parfois noter des annotations par écrit. C'est parfois un peu plus flexible. Donc, moi, j'ai toujours une version écrite rapide avant d'aller encoder sur la plateforme. Donc, la plateforme ici, voilà. Donc, c'est energyid.be. Donc, energie E, puis id.be. Et alors, vous pouvez créer donc, votre profil, vous faites un login avec un mot de passe et vous pouvez avoir plusieurs dossiers. Donc, dossier, ça veut dire plusieurs logements. Ça peut être plusieurs appartements ou plusieurs maisons. Je vais le descendre pour avoir accès au menu. Je regarde juste, il y a quelqu'un qui disait merci à Vincent pour la présentation. Ok, dans le chat. Donc voilà, donc je vais prendre un exemple ici. Donc quand vous commencez, on vous demande plusieurs informations. Oui, je ne vais pas le mettre ici. En fait, il faut faire le login. Et ensuite, on vous demande en fait des données par rapport à l'adresse et au profil de l'habitation. Donc ça permet de pouvoir, enfin Energy ID va vous donner des informations sur votre consommation. Est-ce qu'elle est normale ou en tout cas dans la moyenne par rapport à votre profil? Donc quel est le type d'habitation que vous avez, le nombre d'habitants, le type de chauffage, etc. La surface du plancher chauffé, les dates des habitations, de l'habitation, est-ce que vous avez des panneaux solaires, quels sont les types de chauffage, est-ce que vous avez de l'eau de pluie, et il y a une gestion aussi des déchets dans l'Energy ID. Ça, je la connais un peu moins, mais en tout cas, vous pouvez aussi suivre vos quantités de déchets grâce à cet outil-là. Alors, une fois que vous avez fait votre profil, vous utilisez les compteurs que vous voulez. Donc, vous pouvez avoir des compteurs, si je prends dans les nouveaux compteurs, voilà toute la série de compteurs qui existent. Donc, au niveau énergie, il y a de l'électricité, le gaz naturel, le bois. Bois, ça peut être bûche, pellet. Il y a le mazout. La chaleur, donc ça c'est surtout pour les pompes à chaleur, le froid, le gaz en bouteille, les panneaux solaires. Donc au niveau production, il y a les panneaux solaires photovoltaïques et les panneaux solaires thermiques. Vous pourriez aussi avoir une éolienne. Le CHP, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Et puis des stations de charge pour la mobilité. Au niveau de l'eau, vous pouvez suivre vos consommations, donc en tout cas identifier des compteurs d'eau, donc votre compteur d'alimentation d'eau de ville, l'eau de pluie ou l'eau souterraine. Et au niveau des déchets, on peut imaginer, mais ça, moi, je n'ai pas trop utilisé, mais en tout cas, vous pouvez aussi suivre toute votre production de déchets. Si vous êtes dans une optique zéro déchet, ça peut être intéressant d'aller comptabiliser et de voir l'évolution en fonction de vos comportements. Donc, au niveau des compteurs, donc on est en mode manuel ici, puisqu'il n'y a rien d'automatisé dans ce profil-ci. Alors, il y a différentes façons d'encoder. Si je prends le compteur bois, donc ici, c'est par exemple des bûches, on voit donc tous les mois, on a encodé un relevé. Ici, pour le bois, ce n'est pas un index cumulatif, c'est-à-dire que chaque mois, vous dites, soit je viens de consommer depuis un mois 2 stères, 1 stère, 0,5 stère, 5 stères, ou soit je vais consommer le mois prochain où je remplis mon stock de bois de autant. Ici, le choix qui a été fait, c'est de dire combien j'ai consommé depuis le mois dernier. Donc, c'est si vous avez un stock de bois je veux dire, qui est entreposé à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est de voir depuis le mois dernier combien vous avez brûlé. Et donc, de l'indiquer à chaque fois ici. Donc ça, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi avoir un encodage de cumul, c'est-à-dire vous voyez au fur et à mesure votre stock qui diminue et simplement donner des données cumulatives. Donc il y a plusieurs façons d'encoder le bois. Voilà. Alors pour le chauffe-eau solaire, c'est les kilowattheures simplement qui sont donnés par le petit panneau de suivi de votre installation solaire thermique.
Au niveau électricité, il y a plusieurs façons de le faire. Maintenant, classiquement, avec les anciens compteurs, donc pas les compteurs, les nouveaux compteurs double flux, on encode simplement l'index. Donc, on part, chaque mois, on encode l'index et c'est Energy ID, la plateforme, qui va faire la différence et qui va faire tous les graphiques. Alors, on peut encoder le 5 septembre et pas le 1er septembre. On peut encoder en fait à la date qu'on veut, du moment que, par exemple, ici, si je veux mettre un nouvel index, je l'ai relevé il y a 2 jours, je peux très bien dire c'est le 7 mars que j'ai relevé mon index et on donne la valeur. Et puis, ça s'encode. Donc, on n'est pas obligé de le faire précisément tous les premiers du mois. Si on rate un mois, ce n'est pas grave non plus. Si on a raté une information, ça reste un outil. Évidemment, plus on est précis, plus on relève tous les mois et mieux les graphiques fixes seront précis et seront utilisables, mais il n'y a pas de stress si on rate 2-3 mois pour une raison X ou Y, quoi. Donc ça, c'était pour l'électricité de manière classique, on va dire. Les panneaux solaires photovoltaïques, on peut aller à chaque fois relever sur l'onduleur la production, donc et relever de la même manière la production qui est ici cumulative. Donc, vous relevez simplement les kilowattheures qui sont indiqués au niveau des onduleurs. Donc, s'il y a plusieurs onduleurs, il faut les additionner. Voilà. Et alors, si on a un nouveau compteur double flux, les nouveaux compteurs double flux, ils ont des valeurs. Il y a un affichage qui concerne le prélèvement, c'est-à-dire ce qu'on prélève au réseau, et il y a ce qu'on injecte au niveau de la production. Et donc, c'est un petit peu différent. Disons qu'ici, il y a un compteur double flux qui a été installé début d'année, et donc c'est pour ça qu'on a remis un nouveau compteur ici pour le suivi. Au niveau du mazout, l'idéal, c'est d'avoir un compteur qui est installé au niveau du brûleur. Ça coûte 200-300 € quand même. Donc, ça se fait dans les communes. Voilà, à titre privé, ça ne se fait pas souvent, parce que ça a quand même un petit coût. Maintenant, c'est ça l'idéal, parce que c'est le plus précis. Sinon, voilà, il y a des jauges qui existent au niveau des citernes à mazout, ou alors c'est simplement mettre un bâton et aller mesurer le niveau de la citerne et aller calculer en fonction de la dimension de la citerne et de sa capacité totale ce qui reste dans la cuve. Et donc là, au niveau du mazout, on encode simplement ce qui reste dans la cuve. Donc ici, on voit qu'en avril 2020, en mai 2020, le plein a été fait, on passe de 122 à 2005. Et donc ça, simplement, puisque c'est le profil du compteur mazout, on indique simplement ce qui reste dans la cuve et l'Energy ID adapte et calcule automatiquement les consommations mensuelles. Au niveau de l'eau, c'est assez simple. C'est aussi le relevé d'index. Voilà, simplement tous les mois. Je ne sais pas quel compteur je n'ai pas ici. Je n'ai pas cité, mais voilà, on les a de toute façon tous parcourus. Alors, qu'est-ce que ça vous donne, qu'est-ce qu'Energy ID vous donne comme information après? Si on prend par exemple l'électricité, ici, vous allez sélectionner les compteurs. Si vous avez par exemple plusieurs compteurs, ou ici on a plusieurs compteurs parce qu'on a eu le changement de compteur, on va regarder juste l'ancien compteur, donc pas depuis le compteur double flux, et on ne va pas regarder la production. Donc on voit, donc forcément ici on est en 2020, il n'y a rien puisque c'est l'ancien compteur, donc on va regarder en 2021. On regarde en 2020 et on voit la consommation, donc avec les compteurs qui tournent à l'envers, l'index, le montant de la consommation mensuelle peut être en positif comme en négatif. Donc, puisqu'ici, il y a une installation photovoltaïque, en été, on est en négatif, en hiver, on est en positif. Donc, on voit le résultat de manière mensuelle. On peut avoir plusieurs années, des années en cours. Oui, ça c'est l'historique. Donc, on peut avoir plusieurs années. Donc, on voit l'évolution d'une année à l'autre. Il ne faut pas regarder avant 2019 parce que les valeurs ne sont pas correctes. Mais en tout cas, on peut avoir un aperçu de l'historique. On peut avoir un aperçu cumulatif, c'est-à-dire de l'évolution. Voilà, on voit qu'en été, ça a diminué et puis ça réaugmente pour l'hiver. Et alors, en fait, Energy ID
met ici en orange, et pour la plupart des compteurs, ce qu'on attend comme consommation par rapport à la consommation des années précédentes. Donc ça vous donne aussi une idée de si cette année, vous avez été voilà, plus énergivore, enfin plus consommateur que les autres années ou pas. Maintenant, il faut plusieurs années pour que ce soit valable et pour que ça vous donne vraiment des informations. Si vous commencez une demi-année et puis que vous êtes l'année suivante, forcément, cette analyse-là automatique d'énergie IT va être un peu faussée. Et donc, on a l'aperçu ici de l'historique pour plusieurs années. Si je prends la partie photovoltaïque, on voit ici les productions des dernières années. Là, l'encodage s'est fait depuis plus longtemps. Et on voit que voilà, simplement la variation de production. On peut pareil avoir de manière cumulée. Et là, on voit qu'en effet que l'analyse du réel et de l'attendu en fonction de ce qui a été produit les autres années, on le voit bien. Et ça peut parfois montrer qu'une installation photovoltaïque est en défaut ou simplement produit de moins en moins au fur et à mesure des années ou quand un nettoyage est nécessaire. Voilà, ça c'est la production par exemple de mois en mois. Voilà. Alors dans les autres rapports, qu'est-ce que je peux montrer? Le mazout. Donc si je prends de nouveau l'année 2020, on voit les consommations forcément se trouvent au niveau de l'hiver. On a également les valeurs cumulées, donc on peut voir simplement le cumul à chaque fois de la consommation de mazout et l'historique des années d'une année à l'autre. Donc là, en 2018, il y a eu, voilà, tout n'a pas été correctement encodé. Voilà, ça c'est pour le mazout. Qu'est-ce que je peux encore montrer pour l'eau? Donc l'eau, si on prend 2020, on voit par exemple au mois d'août, il y a peut-être eu des vacances, on voit les différences en tout cas de manière mensuelle. Au niveau de l'historique, on le voit bien également. Voilà, ça permet d'analyser si on installe une citerne à eau de pluie ou si on met des appareils économiseurs d'eau au niveau des chasses ou au niveau des robinets, des pommes de douche. Ça permet de regarder un petit peu les suivis de manière mensuelle, puisque normalement l'eau c'est plus ou moins stable, ou de manière annuelle. Ensuite, il y a l'onglet comparer. Je le prends par exemple pour l'eau. Donc où là, en fonction du profil que l'on a indiqué, donc au niveau de l'habitation, du nombre de personnes, il vous montre, et en fonction de la superficie, il vous montre où vous en êtes en fait. Si par rapport à la moyenne des ménages wallons ou des ménages qui sont encodés dans le Energy ID, si vous êtes un gros consommateur ou pas. Et donc ici, par exemple, c'est sur le mois, mais vous pouvez le faire sur des années entières. Alors, ce qui peut être sympa aussi, c'est qu'il y a des groupes. Ici, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, on peut définir des groupes d'amis ou de voisins ou dans un projet d'une association, de se dire, voilà, pendant un an, on va se motiver l'un l'autre et on va se comparer, ou en tout cas, il y aura un défi entre nous. Ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé peut-être plus par des associations qui lancent des dynamiques de quartier ou de village ou de territoire, mais c'est quelque chose qui existe et qui peut être utilisé. Voilà, je pense que j'ai terminé pour ce parcours, enfin le parcours de cet outil-là, que je ne connais pas dans les détails au niveau des déchets, mais voilà, donc je pense qu'il y a moyen de s'approprier tous les vecteurs, on va dire, de consommation. Et simplement, par exemple, si vous refaites vos relevés pour une date, par exemple aujourd'hui, vous pouvez facilement les encoder. Si vous avez vos anciens index, anciens relevés, vous pouvez aller, par exemple, pour l'électricité, vous dire je mets un nouvel index, vous pouvez tout à fait retourner des années en arrière pour encoder vos anciens relevés si vous décidez d'utiliser maintenant l'énergie IT. Que ce soit des relevés annuels ou mensuels, c'est toujours intéressant de les encoder, les anciens index, parce que ça vous permet d'avoir directement un historique à analyser ou à interpréter. Voilà, je vais terminer là. On va
passer aux questions-réponses ou à l'échange. Peut-être que vous avez aussi des idées, des conseils, des remarques ou bien des questions pour Vincent ou pour moi. Voilà, je vous propose en tout cas d'allumer votre caméra. C'est toujours plus sympa de se voir, si vous le voulez en tout cas. Et je pense qu'au niveau du chat, il n'y avait pas de questions. Non. Voilà. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des questions ou des remarques. Vincent, tu connaissais, toi, l'outil Energy ID? Non, Non. je n'ai jamais été dessus. Je sais que ça existe, enfin qu'il y a des choses qui existent. Après, moi, j'aime bien mon petit carnet papier aussi. J'ai commencé par ça il y a quelques années et je trouve que Ouais, voilà, c'est la base. C'est le c'est premier réflexe parce que quand on n'a pas le temps d'aller sur un fichier Excel ou d'aller dans une plateforme, on le note en vitesse, on a notre petit carnet et puis c'est tout. On peut le laisser de côté, même si on ne réfléchit pas à la consommation, au moins c'est noté mensuellement. Et puis tous les 6 mois, on peut regarder ou on peut analyser. mais justement, c'est un peu ça le risque. Donc, l'avantage Oui. d'avoir ce petit carnet, c'est que si jamais la société qui a Energy ID, par exemple, venait pour une raison quelconque à disparaître, ben, tu gardes quand même ton historique. Par contre, le fait de se dire, ben, c'est très facile, donc je note, et puis je regarde au bout de 6 mois, mais peut-être qu'à ce moment-là, tu vas te dire, oh, j'aurais dû Tout regarder à il y a fait. 6 mois parce que là, j'ai un truc, ça fait 6 mois que je consomme de trop. Et moi, je fais quand même le calcul. C'est le problème. Moi, par exemple, pour l'eau, je regarde quand même ce que j'ai consommé dans Oui, le mois. d'accord, oui. Si tu En fais le calcul directement, ça va. voilà. Au moins faire la différence par rapport au mois précédent, en effet. Oui. Mais Oui. en général, sur les factures d'eau au relevé final, donc au bout de l'année, Oui. il y a un comparatif sur les 3 ans, je pense, Oui. d'avant. Oui, vous Oui, voyez. Vas-y, Vincent. ils mettent à chaque fois un petit tableau pour voir où vous vous situez par rapport aux années précédentes, mais on parle bien de nouveau d'une année complète. S'il y a eu un problème et que vous avez un robinet qui fuite à la cave depuis 1 an, ben, c'est à ce moment-là seulement que vous allez le remarquer. Et donc là, si vous avez une grande colonne et que les autres colonnes sont toutes petites à côté, ben, ça va pas être très agréable. Oui, l'intérêt, c'est quand même de faire ces relevés mensuels. Ça paraît peut-être trop lourd ou astreignant, mais moi, je trouve que c'est vite fait et ça permet vraiment d'être conscient de ce qu'on consomme et des différences de consommation. Parce que annuellement, ça ne donne quand même pas beaucoup d'idées ou voilà, ça permet de voir les choses, mais si par exemple, si vous achetez un nouvel appareil qui consomme beaucoup au mois de mai, à la fin de l'année, vous allez, oui, penser que l'augmentation de consommation, c'est lié à ça, mais vous n'en êtes pas sûr. Tandis que si vous le faites vraiment de manière mensuelle, c'est vraiment voilà, plus facile de voir pourquoi on a plus de consommation ou moins de consommation. Une Donc, remarque. j'ai eu des cas avec des personnes qui sont venues parce que leur facture d'électricité devenait fort chère, mais ils disaient, ben, oui, j'ai investi, il faut de la climatisation, une fois un sauna, une fois un bain à bulles, mais pour lui, à chaque fois, ça n'augmentait pas beaucoup, ça, parce qu'il voyait ça sur l'année complète. Mais au final, tout ça ensemble, ben, quand il a repris une ancienne facture et qu'il a vu la grosse différence, il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas, mais sans même encore se rendre compte que ben, tout ce qu'il avait investi était gourmand en consommation d'énergie, quoi. Et donc, il faut savoir que j'ai travaillé dans les entreprises où il y a beaucoup de machines de traitement d'air qui consomment de l'eau pour pouvoir humidifier, etc. Là, les relevés sont faits de manière journalière pour pouvoir directement voir une dérive. Évidemment, il y a des gens qui sont payés pour le faire, ça c'est sûr, mais ça se fait à certains endroits de manière journalière pour voir tout de suite les grosses fuites qu'il pourrait y avoir. Et c'est important aussi quand on conçoit une nouvelle installation. Je pense par exemple aux pompes à chaleur. Si on installe une pompe à chaleur, c'est peut-être d'avoir un sous-compteur spécifique pour la pompe à chaleur, pour vraiment savoir ce qu'elle consomme aussi. Je trouve que c'est pas grand-chose quand on le prévoit au départ, mais s'il faut remodifier après ou se dire, bah, tiens, j'ai une grosse consommation, est-ce que c'est lié à ça ou pas? Quand on a des gros postes comme ça, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir un compteur. Maintenant, si on a par exemple une résistance électrique dans un ballon du solaire thermique, on peut aussi simplement mettre un wattmètre, un petit wattmètre qu'on achète dans le brico,
qu'on achète au Brico, et qui fait qu'on peut aussi avoir le relevé de cette eau chaude sanitaire-là via l'électricité. Il y a moyen aussi d'avoir des sous-compteurs pour différents postes, soit ponctuels parce que vous voulez faire une analyse ponctuelle, soit de manière permanente. Hilda Dupont, qui n'a pas de micro et donc qui ne peut pas parler, qui dit qu'incroyable, c'est la chasse d'eau qui consomme le plus d'eau. Ça elle fait référence aux chiffres que tu citais tout à l'heure, Vincent. Est-ce qu'un lave-vaisselle permet-il de faire des économies aussi? Là, c'est plus compliqué, c'est plutôt dans l'utilisation du lave-vaisselle qu'il y aura peut-être moyen de faire des économies. Remplir le lave-vaisselle à fond avec un maximum de petits objets et puis faire les grosses casseroles qui prennent habituellement, avec 3 casseroles, on peut faire tout un panier complet alors qu'on pourrait y mettre 25 assiettes à la place. Et que parfois la casserole, il faut l'y repasser parce qu'elle était un peu bloquée. Mais parfois, il est intéressant, effectivement, dans l'utilisation du lave-vaisselle, de nettoyer les casseroles à la main et de faire le reste dans le lave-vaisselle. Il y a aussi, juste pour l'exemple de la vaisselle, mais pour beaucoup de choses, il y a beaucoup de petits gestes. Il y a la possibilité, par exemple, quand on met le lave-vaisselle en mode automatique, il va tourner jusqu'au moment où l'eau qui sort sera vraiment propre. Et donc, si avant de mettre les assiettes dans le lave-vaisselle, on passe un petit racloir, là, un lèche-plat sur les assiettes, ça permet déjà de diminuer énormément la quantité de crasse qui doit être évacuée par le lave-vaisselle et ça permet de le faire tourner moins longtemps et de faire peut-être un rinçage ou 2 en moins. C'est ce genre d'utilisation-là qu'il y a moyen de faire effectivement pour diminuer la consommation d'eau et d'électricité du lave-vaisselle. Par rapport aux petites consommations, si on prend l'exemple des campagnes 0 watt qui se font dans les écoles, c'est un accompagnement que les écoles primaires peuvent avoir au niveau de la diminution de leur consommation d'énergie avec des animations pédagogiques. Et on se rend compte qu'avec des petits appareils comme des multiprises avec interrupteurs, donc qui permettent de brancher un tableau interactif ou une radio ou même la machine à café, etc., mais qu'elle soit complètement éteinte, ou d'avoir des programmateurs horaires sous les boilers électriques, c'est souvent électrique dans les écoles, on arrive vite à moins 15 ou moins 20% de consommation d'électricité, voilà, de diminution de consommation avec des tout petits investissements comme ça, des multiprises, parce que les consommations de veille dans une école, notamment le week-end, pendant les vacances, mais aussi au niveau des boilers électriques, vraiment cibler sa période de besoin, en fait, ça permet d'avoir des belles diminutions de consommation. Donc, voilà, il y a vraiment moyen de diminuer. Les premiers kilowattheures, en tout cas, sont souvent faciles à économiser. C'est des petits gestes et ça ne diminue pas du tout le confort. Ce qui est intéressant aussi avec ces petits appareils qu'on trouve pour moins de 20 € très facilement, hein, c'est d'en mettre un petit peu surtout pour pouvoir se rendre compte de la consommation de quelque chose. Parce qu'il y a la consommation cachée, effectivement, mais il y a aussi de plus en plus, ça se voit de plus en plus fréquemment, des écrans de téléviseurs qui font 1,20 m, 1,40 m, 1,60 m de large, et puis qui, quand ils ne sont pas utilisés pour mettre une émission, sont utilisés comme cadre photo, en fait. Et donc finalement, ils restent allumés en permanence, mais il faut bien se dire qu'un écran d'1,60 m consomme beaucoup plus qu'un ancien écran qui faisait 50 cm, parce que il y a quand même énormément de LED qui doivent être allumés. Donc c'est toujours intéressant de mettre un appareil comme ça, ne fût-ce que pendant 2-3 jours, divisé par la durée d'utilisation de l'appareil, pour se rendre compte, voilà, un radiateur, ça coûte 50 centimes d'électricité à l'heure où il fonctionne, un petit radiateur électrique. Une télévision, pour chaque heure, il y a 5 cents qui part, hein, je ne sais pas combien, mais voilà, c'est juste se rendre compte vraiment de ce que ça peut consommer, ce genre d'appareil, pour pouvoir se dire est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas, quoi. Je prends l'exemple aussi d'une personne âgée que j'avais été voir qui avait simplement une télé dans un salon qu'elle n'utilisait plus puisqu'elle avait la télé dans la cuisine. Et donc, il y avait un vieux magnétoscope, une télévision, et on a mesuré simplement la puissance instantanée en veille, donc simplement branché. Et en calculant, on arrivait à 70 € de consommation électrique par an, alors que c'était des appareils qui n'étaient pas du tout utilisés, jamais. Et donc, il suffisait de débrancher la prise, quoi. C'est des petites choses, mais on n'a pas toujours l'œil. Voilà, c'est pas forcément un réflexe que les gens ont et on peut comprendre, mais je pense qu'il faut ouvrir l'œil et on gagne parfois vite 10 € par-ci, 10 € par-là. Et parfois beaucoup plus, hein. J'ai été chez quelqu'un l'autre jour qui
malheureusement, on n'a jamais mis son installation électrique en ordre depuis des années et des années et des années. Et donc, il se fait que cette dame a une prise de terre dans sa maison, mais n'a pas de différentiel dans la maison. Donc, c'est obligatoire, mais elle ne l'avait pas parce que personne ne lui a dit qu'il fallait en mettre. En attendant, elle a eu une cuisinière électrique qui ne fonctionnait plus bien. Et donc, il y a une seule partie de la cuisinière qui fonctionnait encore et elle l'utilisait. Mais quand elle a reçu sa facture à la fin de l'année, donc elle avait d'habitude 600 € de facture globale pour l'année, elle avait une facture de 8 000 € à ce moment-là. Et en fait, il y avait une grosse perte de la cuisinière. Le différentiel ne l'a pas remarqué puisqu'il n'existait pas. Et comme elle n'a pas fait de relevé mensuel, ben, elle n'a jamais pu voir ce problème-là. Et Ores avait fait un relevé de compteur assez tardif, donc ça a duré 1 an et demi avant de remarquer le problème. Et donc, c'est vraiment intéressant de suivre ces installations de manière, enfin ces compteurs de manière fréquente pour pouvoir réagir vite. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport aux outils? Le document A3 que tu as présenté, Vincent, il est téléchargeable sur le site de la région Wallonne ou on peut l'envoyer par mail à tout le monde ou... Alors, il existe sur le site. Je sais Ok. que Valentin l'avait retrouvé là. Il faudrait que je lui demande sur quelle page exactement pour qu'on puisse envoyer par Mhm. mail. Mais sinon, il est disponible pré-imprimé directement au guichet d'Arlon sans problème. On peut même l'envoyer par la poste si nécessaire, mais il sera plié en deux. Moi, de toute façon, je l'enverrai par mail à tout le monde, ainsi que les 2 présentations, Oui. si ça vous intéresse. Voilà. Oui, mais je l'ai en format mail, hein, donc on peut l'envoyer directement sans passer par le lien à la limite. Oui. Peut-être une autre question qui n'a pas nécessairement comment dire, de rapport, mais l'année dernière, on change chaque fois de fournisseur parce qu'on est contacté par mesfournisseurs.be et au total, on paye plus cette année par mois que le fournisseur précédent. On a des panneaux photovoltaïques. Je leur avais donné ma consommation, sur l'année, le relevé en kilowatts. Et ils m'ont dit que c'était dû cette année, qu'ils nous facturaient plus parce qu'on entrait avec le tarif. C'est ça. Oui. Et alors, ok, cette année, vous payez un peu plus, mais bon, vous allez recevoir une prime en retour, mais il faut aller l'encoder sur Ores. Ce que j'ai fait, mais je n'ai pas de nouvelles, rien. Je ne sais pas comment ça va, s'il y a un suivi ou pas de ça. Alors, donc, effectivement, il y a cette prime prosumeur qui est de 90 €. Ici, chez Ores, c'est à peu près 90 € par kilowatt installé chez vous. Donc, l'année prochaine, elle sera plus importante. C'est votre fournisseur qui vous la facture. Et pour 2020 et 2021, Ores va vous la rembourser à 100%. Les 2 années suivantes, donc 2022-2023, ce sera remboursé à 54%. Et après, il faudra la payer complètement en permanence. Alors, Ores a pour mission de contacter tout le monde, toutes les personnes, pour pouvoir renvoyer la prime. Après, je dois avouer que je n'ai jamais suivi la procédure. Donc, je ne sais pas du tout comment elle fonctionne. Si vous avez eu un endroit où vous avez pu remplir et que vous avez eu un email de confirmation que c'était rempli, a priori, il devrait y avoir un suivi. Maintenant, le mieux, c'est peut-être de téléphoner chez Ores pour avoir la confirmation que chez eux, cette demande est bien arrivée et est bien en cours de traitement. Est-ce que vous l'avez encodé en fin d'année 2020, je suppose, octobre, novembre? Non, c'était, je pense que c'était fin décembre. Et quand vous l'avez encodé, vous avez donné votre numéro de compte? Oui, parce qu'il demandait le numéro du compteur, etc. Du moins le Et de numéro votre compte, client. et de votre compte bancaire aussi? Oui. Et vous êtes sûr que vous n'avez rien reçu sur votre compte bancaire? Parce que c'est automatique, en fait. J'ai reçu une fois 37 €, mais je ne sais pas si c'était un remboursement comme je l'avais consommé beaucoup avant, Oui. puisque j'ai des panneaux photovoltaïques aussi. Donc, je ne sais pas si c'est un remboursement dû à la moindre consommation
ou si c'était, parce que ça, c'est au mois de janvier que j'ai reçu, ça devait être 37 €. Et je me dis que ça ne correspond pas comment dire, au surplus demandé, quoi. En fait, soit ça vient d'Orense et c'est la prime, et il la verse de manière mensuelle, je pense. Ah non, non, il ne verse pas de non, j'ai reçu ça une fois. Si vous l'avez reçu une fois, mais il faut voir si ça vient d'Orense. Donc, Oui, c'était eux, oui. alors c'est que c'est la prime Ça doit être prosumeur. ça, oui. Parce Parce que que si c'est votre fournisseur, c'est l'identifiant fournisseur, que ce soit Luminus ou autre. Mais donc, si c'est Orest, ça ne peut être que le tarif prosumeur qui vous est remboursé pour une certaine période et vous en recevrez d'autres au fur et à mesure. Ah, je ne sais pas. Bon, je ne savais pas si c'était en une seule fois, si c'était en plusieurs fois, si c'était en. C'est en plusieurs fois. Et donc là, Ah, c'est peut-être ce qui correspond à l'année 2020 que vous avez reçu. Ah, Oui, il faut voir la puissance de votre installation, puisque Elle est, en fait, elle est calculée plus ou moins à ce que je consomme. Oui. oui, mais bon, ça, il faudrait voir. Vous pouvez toujours me Voilà. contacter au guichet, on pourra regarder à ça. Bon, je ne sais pas Oui, on exactement va pas comment rentrer dans les Ores rembourse détails ça parce maintenant. que c'est tout nouveau, mais voilà, je vais me renseigner parce que c'est intéressant à savoir. C'est des questions qui vont sûrement arriver. Oui. Donc voilà. Mais effectivement, si c'est Ores qui rembourse, c'est par rapport au prosumeur. Si c'est parce que vous avez consommé moins et que vous avez payé trop d'acompte, ce sera votre fournisseur qui va rembourser à ce moment-là. Et donc, il faut voir qui rembourse au final. Et par rapport au fait que vous payez plus cher, ben là, vous pouvez regarder au niveau du coût de l'énergie lui-même et le coût du réseau par rapport aux factures précédentes. Il faut voir si c'est uniquement prosumeur ou si c'est d'autres choses qui font que votre facture est plus élevée. Donc, comme vous avez vu, il y a des coûts de réseau qui ont été modifiés. Et donc là, le fournisseur ne sait rien y faire. Et il y a le coût du fournisseur lui-même. A priori, cette année-ci, au mois d'avril, l'année passée, au mois d'avril, ça aurait été très bien de changer de fournisseur. Maintenant, ça a déjà bien remonté, le coût de l'énergie. Ok. Je ne sais pas voilà. s'il y a encore des questions ou des remarques ou comment vous suiviez votre consommation. Ou, voilà. En tout cas, Jean-Nicolas, je lui dis au revoir parce qu'il nous quitte. Mais je ne sais pas si quelqu'un a encore des questions ou des remarques. C'est clair que c'est en commençant à compter et à suivre qu'on voit comment il faut le faire et les petits détails, parce que même Energy ID, voilà, il y a des compteurs qui s'encodent de manière cumulée, de manière, voilà, ou pas. Et donc, il faut un peu appréhender tout ça, mais c'est pas trop compliqué une fois qu'on se plonge dedans. Voilà. Bah, écoutez, si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on va clôturer la soirée. Bonne soirée à tous. Merci de votre présence. J'espère que ça vous avait été utile. Et Geoffrey qui va changer sa chasse d'eau. Oui, c'est la première chose à faire. Les toilettes sèches, c'est encore le mieux, hein, Geoffrey. Voilà, c'est un tiers d'un coup gagné avec une toilette sèche. Directement diminuer d'un tiers la consommation. Voilà. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne Oui, soirée. au revoir. Nickel, ça a été. Oh bah oui. C'était clair avec mon Oui, radio. ah oui, franchement, nickel, c'était bien. Oui. Super. Bon, Ça et moi, pour resservira. l'outil aussi, je ne le maîtrise pas à 100%. Hein, ça ne fait que 2-3 mois que je l'utilise. J'avais tous mes relevés manuels et j'avais tout encodé. Et voilà. J'avais peur qu'on me voie, mais je ne l'ai pas trop montré. Parce que moi, justement, l'année dernière, en fait, j'ai divorcé il y a 3 ans. Je me suis retrouvée toute seule dans une grande maison. Donc, une semaine sur 2, je coupais même le mazout. Moi, j'avais juste mon poêle à bois. Et alors, au niveau photovoltaïque, je ne consommais pas tout. Forcément. Et donc, j'ai remis ma résistance électrique pour l'eau chaude sanitaire en route. Et puis, j'ai fait un petit studio que je loue dans une partie, l'ancien bureau de mon ex-mari. Mais alors, du coup, j'ai explosé la consommation, en fait. Enfin, je suis Et passée t'as oublié la résistance. Ben, je ne l'ai pas oublié, mais je l'ai mise un peu de trop, en fait. Donc, j'ai économisé du mazout, mais au niveau électricité, du coup, j'ai eu 2000 kWh en plus que ma production d'avant. Donc, mais ça va, ça ne s'est pas vu au niveau des graphes. Mais du coup, là, maintenant, tous les mois, je regarde si j'ai bien diminué et voilà. Mais il faut être pris pour être appris. Oui, tout à fait. Ok, ben, ça va. Merci à Bah toi. de rien. C'était chouette. Bonne Bah oui, petite c'était chouette. collaboration.
Ça va. Bonne soirée. Voilà. À toi Oui, aussi. à Salut. bientôt. Ouais. Salut.